Bonjour à tous, je crois que nous sommes live. Bonjour à tous, bienvenue à cette 4e édition du CNIL Cookie Countdown. Donc, c'est une série de webinaires que nous vous proposons pour vous accompagner dans la mise en place des recommandations de la CNIL, notamment, qui vont intervenir. Donc, la deadline arrive le 31 mars et donc, nous réunissons des experts pour vous accompagner sur ces problématiques. Je suis Arnaud Courtel, Digital Marketing et Growth Manager chez Didomi. Je suis accompagné de Charlotte Perrin, DPO et Lead Customer Success chez Didomi. Je suis également accompagné de Claire et Jérémy de chez Accenture, donc Data Compliance Consultant et Lead Analytics, qui vont pouvoir avec nous vous présenter aujourd'hui les recommandations de la CNIL et comment vous aider à les implémenter au mieux dans votre entreprise. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, donc, merci Arnaud pour la présentation et merci à Didomi de nous avoir conviés à ce webinaire. Donc, on va très rapidement se présenter avec Claire. Donc, on intervient en tant que Data Compliance et Lead Analytics chez Accenture. Donc Accenture, c'est un cabinet de conseil international que vous connaissez sans doute. On intervient sur l'ensemble des marchés, donc l'Europe, marché émergent, Amérique du Nord. Et on est composé de 4 entités différentes que vous pouvez voir. Et aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur stratégie et consulting et interactive, puisque ce sont dans ces 2 entités qu'on intervient autour de la privacy et de la compliance pour vous aider à être en conformité. Et maintenant, je vais donner la parole à Dido. Donc, Didomi, nous sommes une plateforme SaaS et donc on vous aide à placer le consentement au cœur de votre stratégie. Donc, nous vous proposons des produits qui vous permettent de gérer le consentement et les préférences de vos utilisateurs. Donc, nous avons la CMP, Consent Management Platform. C'est la véritable porte d'entrée en fait de votre site internet. C'est le premier point de contact que vont avoir vos utilisateurs avec votre marque. Donc, ça vous permet de récolter le consentement des utilisateurs et ensuite de les déployer auprès de tous vos vendors. Le Preference Center, c'est vraiment l'endroit unique où vous allez pouvoir gérer l'ensemble des préférences de vos utilisateurs, leurs préférences en termes de canaux, email, SMS par exemple, téléphone, leurs préférences en termes d'abonnement, mais aussi par exemple leurs préférences en termes de langue, et tout un tas d'autres choses que vous allez pouvoir mettre dans vos stocks de préférences que vous proposez à vos utilisateurs. Accompagné de ces 2 produits, nous proposons un ensemble d'intégrations API pour des cas un petit peu plus spécifiques. Certains de nos clients, comme Decathlon par exemple, ont utilisé nos intégrations API pour s'intégrer à leur système. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, la CNIL est de plus en plus regardante et a recruté un certain nombre de juristes pour être beaucoup plus réactive sur la mise en place des recommandations qu'elle a émises il y a quelque temps. D'importantes amendes ont été distribuées. Donc, il est important de se mettre en conformité et de se faire accompagner par les bons acteurs pour être en mesure de comprendre les problématiques auxquelles on est affairé et de mettre en place les solutions techniques qui permettent de répondre donc aux contraintes de la RGPD en Europe. Nous allons vous aider à le faire aujourd'hui. On accompagne beaucoup de clients dans beaucoup d'industries, des publishers, des sites e-commerce, des retailers. L'idée, c'est que nos produits vont s'intégrer selon vos problématiques. Si vous avez beaucoup de trafic, on va pouvoir se brancher directement sur votre site et implémenter les produits chez vous avec vos équipes techniques. Chaque vendredi à 10h30, c'est le CNIL Cookie Countdown. Donc, comme je le disais en début de présentation, c'est une série de webinaires sur lesquels vous pouvez venir et nous vous aidons donc à mettre en place ces recommandations, à les comprendre, à comprendre à quel point ça impacte votre entreprise et à les mettre en place chez vous. Alors, concernant donc les recommandations sur le consentement de la CNIL, donc on va vous faire un récapitulatif assez rapide donc des dernières actualités au niveau de la CNIL. Juste pour vous faire un bref rappel avant cela, donc au niveau européen, donc il y a une directive e-privacy qui est entrée en vigueur en 2002 et qui a été amendée suite à ça. Et donc la CNIL a décidé en 2013 donc d'émettre sa première recommandation au regard de cette directive e-privacy afin de permettre aux acteurs du marché d'avoir des directives un peu plus concrètes en matière d'application.
En juillet 2019, la CNIL, suite à l'entrée en vigueur du RGPD, a voulu revoir donc ses lignes directrices. Et en juin 2020, donc elle a lancé une consultation publique avec les acteurs du marché pour voir dans quelle mesure on pourrait implémenter donc des mesures beaucoup plus concrètes sur le bandeau cookie et la manière dont les consentements devaient être récoltés. En juin 2020, le Conseil d'État donc a annulé partiellement les lignes directrices qui avaient été émises en juillet 2019, notamment au sujet des cookie walls, car le Conseil d'État considérait que la CNIL n'avait pas autorité pour interdire les cookie walls du fait que ce sont des lignes directrices qui sont un droit souple. Ensuite, en octobre 2020, du coup, la CNIL a émis donc ces nouvelles lignes directrices à jour de la décision du Conseil d'État et en a profité également pour émettre aussi des recommandations beaucoup plus pratico-pratiques pour aider les acteurs du marché à se mettre en conformité et à donner des guidelines sur la manière dont mettre en place les bandeaux cookies. Et donc, ces nouvelles lignes directrices et recommandations, la CNIL a laissé 6 mois aux acteurs du marché pour se mettre en conformité. Et donc, la deadline pour être en conformité arrive fin mars. Donc, début avril, la CNIL commencera à réaliser des contrôles sur la base donc, de ces nouvelles lignes directrices. Et donc, vis-à-vis donc, de ces nouvelles lignes directrices et du RGPD, pardon. Donc, il y a une notion qui est très importante à prendre en compte, donc c'est évidemment la notion de consentement. La notion de consentement donc, qui est définie par le RGPD comme toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte par une déclaration ou un acte positif clair que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Et donc, ce qui est très important à prendre en compte, ce sont les 4 conditions du consentement. Donc, la première condition, donc le consentement doit être libre, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de préjudice subi par la personne concernée à accepter ou refuser les cookies. Et en cas de refus des cookies, l'éditeur du site doit bien indiquer quelles sont les conséquences de ses choix. Ensuite, le consentement doit être spécifique, c'est-à-dire que le consentement doit être recueilli de manière distincte. Donc, on ne peut pas accepter les cookies via les conditions générales d'utilisation du site. Il faut absolument un consentement bien distinct. Ensuite, le consentement doit être éclairé, c'est-à-dire que la personne doit être pleinement informée des traitements qui sont réalisés sur ses données personnelles. Donc, il doit y avoir une information qui soit claire, concise et facilement compréhensible par l'utilisateur sur le site. Et donc, notamment, doit figurer comme information sur le bandeau cookie, donc l'identité du responsable de traitement, les finalités relatives à l'utilisation des cookies, les conséquences en cas de refus et la manière donc d'accepter ou de refuser ces cookies. Et enfin, donc le consentement doit être aussi univoque, c'est-à-dire qu'il doit se matérialiser par un acte positif. Donc aujourd'hui, la poursuite de la navigation, le scroll ou l'opt-out ne sont plus des modes valables de consentement. Merci Claire pour toutes ces précisions bien utiles, je pense, pour tout le monde. Autre précision qu'on peut apporter, parce qu'on parle beaucoup de cookies. Est-ce que on peut passer la slide? Merci beaucoup. Donc, on parle beaucoup de cookies depuis le début. Je tiens à rappeler quelque chose qui est important. Ces réglementations ne sont pas seulement pour les cookies. On parle aussi c'est pour tous les traceurs. Donc, tout ce qui va permettre en fait d'accéder et de stocker de l'information sur le terminal de l'utilisateur. Donc, cookies, mais aussi IDFA, tout ce qui est fingerprinting, local storage, rentre en compte et dans la ligne de mire de la CNIL et de ses recommandations. Il faut ensuite, comme Claire l'a bien précisé, donner un vrai choix de consentement à l'utilisateur. Et aujourd'hui, ça passe par permettre à l'utilisateur de refuser les traceurs dès le premier niveau d'information. Donc, par l'installation d'un mécanisme permettant de refuser tout traceur dès l'arrivée sur le site. Contrairement à ce qui était en œuvre aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas forcément ce bouton ou ce lien permettant de refuser
en premier écran. Maintenant, ça change. Il va falloir implémenter un dispositif permettant à l'utilisateur de s'opposer dès le premier écran de la CMP. Justement, nous voulions également vous montrer quelques exemples de sites ayant déjà implémenté ce dispositif. Donc, vous pouvez voir par exemple l'exemple du Parisien qui a implémenté un bouton tout refuser entre un bouton gérer ses choix et tout accepter. Vous pouvez également voir l'exemple de Le Bon Coin qui a choisi de placer le bouton refuser au milieu également. Et enfin, vous voyez l'exemple d'un site ayant mis le bouton tout refuser, encore une fois, au milieu. Et on voit bien que sur ce site-là, la couleur du bouton est exactement la même que celle du bouton tout accepter. Donc voilà des clients ou des sites tout simplement qui ont déjà implémenté ce mécanisme pour que vous ayez une idée du rendu et de ce que vous pouvez faire aussi directement via l'interface d'Idomi. Et une dernière précision qui nous semble également importante, c'est que les recommandations s'appliquent pour tout type d'appareil. Donc, on parle souvent beaucoup de sites Internet, mais les recommandations s'appliquent aussi pour les applications, toutes sortes d'objets connectés, donc les télés, à partir du moment donné où il y a des traceurs qui sont déposés, il va falloir demander, collecter le consentement. Donc, ça peut être pour n'importe quel objet connecté, des rasoirs, des enceintes, des voitures éventuellement. À chaque fois que des informations sont stockées sur l'appareil de l'utilisateur, il va falloir implémenter les recommandations et collecter le consentement de l'utilisateur. Alors, concernant donc les différentes modalités de recueil, du refus ou du retrait du consentement, Soraya, d'ailleurs, je vois ta question sur les boutons accepter et refuser. Donc, la CNIL propose différentes modalités pour obtenir donc le consentement. Elle propose notamment donc de mettre les boutons accepter et refuser au même format sur le premier niveau d'information. Elle propose différents wordings, donc tout accepter, tout refuser, j'autorise tout, je refuse tout. Elle propose également qu'on puisse intégrer sur le premier niveau d'information un bouton paramétrer mes choix. Donc, ce bouton paramétrer mes choix est censé nous faire arriver sur un second niveau d'information où, au lieu d'avoir le consentement global qui est sur le premier niveau d'information, là, on a un consentement beaucoup plus spécifique, finalité par finalité. Et ensuite, elle propose également d'avoir donc une croix ou un bouton où je continue ma navigation sans accepter. Et donc là, ce n'est pas un refus en tant que tel, c'est juste une décision de la part de l'utilisateur de ne pas faire de choix. Mais cette décision de ne pas faire de choix doit être considérée comme un refus de l'utilisateur de déclencher les cookies. Ensuite, donc comme évoqué tout à l'heure, donc la poursuite de la navigation, le scroll ou encore l'opt-out ne peuvent plus être considérés comme des expressions valides du consentement. La CNIL propose également plusieurs façons de fournir l'identité des responsables de traitement. Donc, sur le premier niveau d'information, il est possible d'indiquer le nombre de responsables de traitement qui sont partenaires donc de l'éditeur du site. Et ensuite, sur un second niveau d'information, il est recommandé donc d'avoir la liste complète des responsables de traitement et cette liste doit être mise à jour. La CNIL recommande par ailleurs d'avoir un petit icône qui est permanent sur le site. Donc, il peut être en bas à gauche ou en bas à droite, afin que l'utilisateur puisse aller facilement paramétrer ses consentements et puisse facilement accéder à la liste complète exhaustive des responsables de traitement. Ensuite, il y a l'obligation, pardon Jérémy, est-ce que tu peux remonter? Il y a l'obligation de prouver le consentement. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Donc, il peut y avoir le versionnage, le redatage, la capture d'écran par vidéo ou encore des audits par des tiers. À mon sens, l'une des façons les plus simples d'avoir la preuve du consentement est tout de même de recourir à une CMP qui garde en mémoire le consentement et permet de le retrouver facilement. Et enfin, donc la CNIL autorise recommande une durée de conservation du consentement ou du refus de 6 mois.
mais c'est une durée à apprécier au cas par cas. Donc elle recommande qu'il y ait une symétrie entre la durée de conservation du consentement et du refus du consentement. Et pour ce qui est des cookies analytics, elle recommande toujours de maintenir à 13 mois la durée des cookies et les données issues des cookies, pour le coup, c'est une durée de conservation de 25 mois. Ce sont des recommandations. Tu peux passer à la suivante, super, merci. Seront donc alors la CNIL sur l'article 82 de la directive e-privacy énonce donc deux exemptions au consentement. Donc le consentement n'est pas nécessaire si les finalités des cookies donc ou des traceurs permet ou facilite la communication, ou si elles sont, les cookies sont strictement nécessaires à la fourniture du service de communication à la demande de l'utilisateur. Et donc, parmi ces exemptions, on peut considérer que les traceurs stockant la valeur du consentement ou permettant encore l'authentification sur le site sont exemptés du consentement, tout comme les traceurs qui permettent donc de garder en mémoire le panier d'achat, les traceurs de personnalisation de l'interface utilisateur, ou en fait tous les traceurs qui ont des finalités techniques. Et enfin, donc certains traceurs de mesure d'audience, seulement si ces traceurs de mesure d'audience permettent des statistiques qui sont anonymes et sans suivi global de la navigation. Par contre, donc ne sont pas exemptés du consentement donc tous les traceurs publicitaires, donc pour la publicité personnalisée, pour personnaliser le contenu éditorial, tous les traceurs concernant donc le partage des données sur les réseaux sociaux, et enfin donc les traceurs de mesure d'audience plus généraux qui permettent notamment l'A/B test. Donc ça, c'est un sujet très épineux, on va dire. Il y a beaucoup de questions en règle générale sur ces sujets-là. Je n'en vois pas, il me semble, mais on repassera dessus si on en voit. Merci Claire pour toutes ces précisions, encore une fois très utiles. Du coup, là, on voulait vous présenter aussi les sujets qui avaient une réponse encore un peu floue. Donc, notamment le sujet du cookie wall, comme Claire l'a précisé en début de webinaire, la CNIL l'avait dans un premier temps interdit. Le Conseil d'État l'a retoqué, entre guillemets. Et donc, la CNIL est revenue un petit peu sur sa position initiale. Donc, si vous souhaitez mettre en place un cookie wall ou un paywall, il y aura certaines conditions à respecter. Déjà, la CNIL appréciera la licéité du dispositif au cas par cas. Donc, il est important de le savoir. Il ne faut pas non plus que ça porte atteinte à la liberté du consentement. Et il faudra bien informer l'utilisateur des conséquences de son refus. Il faut que ça soit très clair pour lui que s'il refuse, il ne pourra pas avoir accès au service. Donc, encore une fois, je le répète, ça sera apprécié au cas par cas, selon les sites, selon le modèle, le business model de l'éditeur. Et la licéité sera appréciée par la CNIL. Et donc, on vous a mis sur la slide d'après un petit exemple d'un site ayant déjà implémenté un cookie wall. Donc, si l'utilisateur refuse les cookies, il n'a pas accès au site. Il peut aller, bien évidemment, voir quelles finalités de traitement sont utilisées par le site, mais il ne peut pas s'y opposer. Vous ne voyez pas les toggles accepter, refuser sur ce site-là. Donc, prudence vis-à-vis de ce type de dispositif. Avant de le mettre en place, on vous conseille de le faire valider par la CNIL si possible. Merci Charlotte. Et donc avec Claire, on souhaitait revenir en fait sur un sujet très important et donc qui est le cœur aussi de cette présentation, donc qui était comment est-ce qu'on fait pour mettre en place une CMP, puisqu'il s'agit de la première étape vers la mise en conformité pour obtenir le consentement de l'utilisateur. Donc on va mettre en avant et détailler en fait cette approche en 3 phases, qui est une approche conseil assez standard où dans un premier temps, on va d'abord s'assurer du cadrage du projet. Ensuite, on va réaliser l'intégration des outils, donc qu'il s'agisse de la CMP ou d'autres outils qui vont être impactés, puisque certains de vos outils marketing vont déposer des cookies. Et enfin, comment est-ce qu'on peut optimiser l'opt-in pour s'assurer d'avoir le maximum de données possible. Donc, je vais d'abord donner la parole à Claire pour évoquer la première phase.
Donc concernant la phase du cadrage, donc dans un premier temps, il va falloir vérifier quel est le besoin au niveau marketing. Ce qu'on vous conseille, c'est de faire intervenir plusieurs interlocuteurs au sein de votre entreprise, donc notamment le service juridique, le service IT et du coup évidemment le service marketing, afin donc d'analyser quels sont les besoins métiers. Ensuite donc voir quelle est la liste des consentements qui seraient nécessaires à obtenir pour réaliser les activités poursuivies, et de faire un gap analysis entre l'existant et les objectifs que vous souhaitez atteindre. Et enfin, donc, de mettre en place donc une stratégie de mise à niveau afin d'être en conformité. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il va falloir faire intervenir notamment vos équipes juridiques et pourquoi pas aussi les équipes du UX design, afin de voir donc notamment comment paramétrer donc la bannière cookie, quels sont les textes à intégrer dans cette bannière, où positionner les boutons, comment, etc. Ensuite, au niveau donc du choix de l'outil pour collecter le consentement et pour gérer le consentement. Alors on vous conseille, on a une approche qui est l'approche make or buy, donc c'est savoir est-ce qu'on met en place en interne notre propre outil de CMP ou est-ce qu'on a recours à un tiers pour gérer les consentements. Donc bien prendre en compte notamment les coûts, l'expertise en interne, etc. Et du coup, si on décide de recourir à des tiers, donc à des éditeurs de solutions, on vous propose ici un benchmark, enfin les critères d'un benchmark pour choisir une bonne CMP appropriée à vos besoins. Donc notamment, bien prendre en compte lors de votre benchmark si l'outil est capable de faire des scans automatiques des cookies et de classifier les cookies. Ça permet de gagner du temps, un temps considérable, car souvent il peut y avoir énormément de cookies sur un site internet, donc ça peut être très très chronophage de faire ça à la main. Ensuite, s'assurer qu'il y a une possibilité donc de personnalisation de la bannière cookie avec des possibilités d'A/B test, puisque plus la bannière sera aux couleurs et au design de l'entreprise, mieux ce sera. Concernant donc tout ce qui est cybersécurité et protection des données, donc bien vérifier évidemment qu'il y a la possibilité d'obtenir la preuve du consentement via l'outil. Et certaines entreprises ont des besoins de sécurité renforcés et requièrent que les éditeurs de sites, de logiciels, mettent en place donc la norme ISO 27001. Donc ça, ce sont des choses aussi qui peuvent rentrer en jeu. Et enfin, donc les services ensuite qui sont proposés par l'éditeur, donc voir si la solution peut être installée on-premise dans le cloud, voir s'il y a possibilité d'avoir des dashboards et de la data visualization afin de vérifier ces KPIs au niveau du consentement. Vérifier aussi s'il y a une facilité de prise en main et d'implémentation de la solution, car ça c'est quand même un élément clé. Et enfin, donc, voir aussi s'il y a possibilité donc d'avoir l'outil dans différentes langues, si on veut implémenter l'outil dans différents pays, et voir quels sont les supports et la maintenance qui sont proposés par l'éditeur. Et enfin, évidemment, tout ce qui est prix et expérience et référence de la solution peuvent rentrer en compte. Ensuite, on intervient sur la phase d'intégration, où là, il va s'agir d'intégrer la CMP sur vos sites et vos applications. Donc, si on prend l'exemple d'un site web, il va y avoir du coup le cas de soit ça va être implémenté directement dans le code du site, soit à partir d'un TMS par exemple. Mais ça va être très important de bien documenter l'ensemble des finalités et des différents choix de consentement qui sont proposés à l'utilisateur. Et aussi de réunir toutes les parties prenantes, en particulier les équipes métiers et les équipes techniques, pour s'assurer du bon déroulé du projet. D'autant plus que sur ce type d'intégration, il faudra aussi faire appel aux équipes légales pour s'assurer que les choix proposés sont bien conformes. Une fois qu'on a pu intégrer l'outil et définir les différents choix de consentement ainsi que le niveau de granularité et de détail, il faudra aussi adapter les outils marketing. Lorsqu'on parle d'adapter les outils marketing, ça va être configurer les tags de mesure, donc que ce soit mesure site-centrique ou ad-centrique,
pour bien monter les données associées et donc être sûr que lorsqu'un utilisateur ne donne pas son consentement, on ne collecte pas de données à ce moment-là. Et enfin, une fois qu'on a pu mettre tous ces éléments en place, il faudra s'assurer du monitoring, idéalement à travers un dashboard. Donc c'est le focus qu'on a décidé de mettre en avant ici pour justement montrer qu'il est important de mesurer l'ensemble des indicateurs associés à la CMP, en particulier le taux de consentement qui va être le plus connu. Donc là sur l'image, c'est ce que vous pouvez voir, on a un exemple d'un taux de consentement là du coup qui est à 36% et donc plutôt bas, mais qui vous permet d'avoir une meilleure vision sur votre performance digitale en estimant que du coup, vous avez potentiellement beaucoup plus de trafic puisqu'il y a une part de trafic qui est non visible. Et enfin, dernière phase, donc optimisation. Donc une fois qu'on a pu mettre en place la CMP, qu'on peut suivre le reporting et donc les choix faits par les utilisateurs en termes d'opt-in et d'opt-out, l'objectif va être d'optimiser cette collecte et afin de maximiser le taux d'opt-in. Donc pour ça, il va y avoir différentes approches, mais la plus classique va être d'AB tester la bannière, les CTA, les textes, pour s'assurer que les utilisateurs donnent leur consentement et que vous puissiez maximiser la collecte de données. Une des approches sur cette optimisation de la bannière donc, de consentement, indépendamment des AB tests, peut être aussi sur la gamification, où là, on va rendre le sujet un peu plus fun. Donc là, si on prend l'exemple de l'automobile, on va mettre en avant une voiture comme cookie ou des feux comme opt-in ou opt-out. Et on a mis en avant sur cette slide d'autres exemples pour l'énergie, la santé ou le e-commerce. Et maintenant, je vais donner la parole à Arnaud pour conclure. Donc encore une fois, le Cookie CNIL Countdown, c'est un ensemble de présentations qu'on vous propose toutes les semaines. Donc vous pouvez nous rejoindre pour vous poser nos questions, nous poser vos questions, pardon. Et donc nous vous aidons à implémenter les recommandations de la CNIL d'ici la fin du mois pour être en conformité. Donc vous permettre de comprendre vos enjeux, quelles solutions techniques peuvent être mises en place chez vous et vous aider à répondre à vos problématiques. Nous allons passer à la phase de questions. Du coup, il y a pas mal de questions qui ont été posées dans le chat, mais n'hésitez pas à en poser de nouvelles. Nous sommes à votre disposition pour y répondre. Et je me permets de revenir sur un point qui a été évoqué un petit peu plus tôt, qui était l'optimisation du taux de consentement sur vos sites internet après avoir mis en place une CMP. Étant moi-même je fais du digital marketing chez Didomi, il y a un point qui me semble important. C'est important d'optimiser son taux de consentement, effectivement, typiquement en faisant de l'A/B test, par exemple. Mais c'est très important aussi, comme on l'a déjà évoqué, de ne pas forcer l'utilisateur à consentir, donc la symétrie des choix. Puisqu'un utilisateur qui consent, mais qui sait ce à quoi il consent, donc être très transparent sur ce qu'on propose à l'utilisateur, c'est un utilisateur qui va être plus enclin à cliquer sur une de vos publicités après. Donc en fait, en ne forçant pas l'utilisateur à consentir et en respectant les règles du jeu proposées par la CNIL, en fait, on augmente les métriques du marketing. Donc, c'est vraiment intéressant d'être transparent, d'expliquer vraiment à l'utilisateur pourquoi est-ce qu'on souhaite collecter de la donnée, quels sont les usages qu'on souhaite faire de cette donnée. Ceux qui ne souhaitent pas être tracés peuvent refuser tout avec un seul et même bouton. Ceux qui l'acceptent auront tendance à cliquer sur vos publicités de remarketing, par exemple, et à revenir sur votre site pour convertir. Donc, c'est au-delà de la contrainte légale, vous avez tout intérêt à le faire. Et nous, en tout cas, c'est ce qu'on a observé chez Didomi. Donc, en améliorant notre bannière, on a multiplié notre taux de consentement. Et en expliquant avec des textes marketing vraiment aux personnes ce à quoi ils consentaient, on a augmenté les métriques du marketing pour toute l'entreprise. Merci Arnaud pour ces précisions. Je vois qu'il y a eu pas mal de questions dans l'onglet questions. Normalement, nous avons essayé d'y répondre durant la session. D'ailleurs, je vois qu'il y a une nouvelle question de Claire. Pourriez-vous nous partager, après des phases d'A/B testing du bandeau de cookies sur vos clients, des statistiques qui fonctionnent mieux et moins bien? Alors, tout à fait, Claire, nos clients sont en train d'A/B tester
et donc de tester différentes solutions, notamment le lien continuer sans accepter, le bouton refuser, la place des boutons. Tout le monde commence à lancer ces A/B tests. Donc, dès que nous aurons de la donnée, nous pourrons tout à fait vous la partager et vous partager les best practices qui vous permettront d'avoir le meilleur taux de consentement. Pour l'instant, ce qui se dessine, c'est que le bouton continuer sans accepter permet d'avoir de bons taux de consentement. Alors après, je ne veux pas m'avancer vu que les tests sont très récents, mais dès que nous aurons un petit peu plus de données, nous serons ravis de les partager avec vous. Je vois que Claire, tu étais en train de répondre à une question de Valentine. Est-ce que tu veux peut-être prendre la parole? Oui, alors alors pour les cookies techniques de capping, donc si c'est de la publicité, pour de la publicité, capping publicitaire, dans ces cas-là, donc le consentement est nécessaire car c'est englobé donc dans les cookies publicitaires. Par contre, cookies techniques de capping, j'ai un peu du mal à voir à quoi il pourrait faire référence, mais si c'est vraiment du technique et si ce n'est pas relié à de la publicité, dans ces cas-là, oui, a priori, ça pourrait être exempté de consentement. Si vous voulez compléter, allez-y. Je pense que la question à se poser, c'est vraiment est-ce que ce cookie de capping est strictement nécessaire au fonctionnement de mon site? Si la réponse est non, théoriquement, ils ne sont pas exemptés de consentement. Alors, moi, c'est un peu le repère que je donne et le conseil que je donne à mes clients sur ce sujet-là. Sachant aussi que la CNIL a une vision quand même assez stricte des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site. Donc voilà, à arbitrer aussi selon à quoi sert exactement ce cookie sur votre site. Alors Yanning propose donc des exemples de bannières cookies. Donc merci pour le partage. Effectivement, donc là, vous avez des bannières, donc vous pourrez voir un petit peu quels sont les exemples de personnalisation, donc qui vous aideront à avoir un meilleur taux de consentement. Ce qui est important, voilà, la personnalisation, comme le disait Arnaud, va vraiment pouvoir augmenter les taux de consentement. Et nous avions une autre question, il me semble, Oui, vas-y, Jérémy. Ah non, vas-y. Je pensais que tu étais en train de lui répondre. Alors Claire, oui, je lui ai répondu juste avant. Donc dès qu'on aura un petit peu plus d'informations, on vous partagera les pratiques qui vous permettent d'avoir de meilleurs taux de consentement. Il y avait Soraya qui demandait si on avait des exemples sur comment mettre à disposition le bouton permettant au client de pouvoir revoir son paramétrage de consentement. J'ai répondu un petit peu rapidement. Je vais peut-être donner un petit peu plus de détails. Donc, comme je le disais, on a pas mal de clients qui implémentent en fait un lien dans le footer de leur page, donc qui est accessible sur toutes les pages, permettant à l'utilisateur de revenir sur ses consentements à tout moment. Donc nous, on vous conseille vraiment que ce lien ou ce bouton, comme vous le souhaitez, soit accessible sur n'importe quelle page. Après, on a aussi des clients qui font le choix de le mettre plutôt dans la politique de confidentialité ou la politique cookie. Le problème étant que c'est un petit peu plus difficile pour l'utilisateur à trouver. Et selon les recommandations CNIL, ce lien, voilà, ce bouton doit être quand même très facilement accessible à l'utilisateur. Donc, nous, on conseille plutôt de le mettre en footer. Et vous avez ce lien à disposition dans la console d'Idomi que vous pouvez récupérer et implémenter sur votre site très facilement. Si vous voulez en voir un exemple, il vous suffit d'aller sur le site de Didomi et dans le footer, vous avez simplement un lien qui va réouvrir la bannière, vous permettant de consulter les choix que vous avez fait précédemment et les modifier. C'est très important que l'utilisateur y ait accès à tout moment, encore une fois. Faut jouer les règles du jeu, enfin, jouer le jeu de la CNIL, mais dans tous les cas, finalement, c'est quelque chose qui vous avez tout intérêt à le faire pour vos métriques au niveau du marketing et la performance de vos publicités, par exemple. Parce qu'en complément du coup de ce que vient de dire Arnaud, vous aurez sans doute un peu moins de données, mais ces données seront aussi plus qualitatives et donc plus exploitables aussi pour vos reporting, insights, analyses et sur ce que vous allez en faire pour optimiser vos parcours.
Alors c'est vrai que sur application mobile, ça peut être un peu plus compliqué, mais dans la mesure où il s'agit d'un lien, Soraya, en soi, on peut l'appliquer un peu où on le souhaite, sur un bouton ou sur du texte. Donc c'est un peu moins simple, mais en tout cas, cette solution du lien simplement peut se mettre un petit peu partout. Oui, nous, on a un client qui l'a mis dans le menu de son application. Donc, c'est une solution qui peut être intéressante. Merci beaucoup pour toutes vos questions. En tout cas, ça rend ce webinaire beaucoup plus interactif. On vous laisse poser vos questions, n'hésitez pas. On est vraiment là pour y répondre aujourd'hui. Je vois que certains sont en train de taper, donc on attend vos questions. Merci Claire. Merci Claire. J'ajoute pour les clients d'Idomi qui seraient dans ce webinaire, n'hésitez pas si vous avez la moindre question sur la manière d'implémenter les recommandations, de contacter votre Customer Success qui sera ravi de vous faire une démonstration, de vous montrer comment implémenter ces nouvelles fonctionnalités et de vous donner également des conseils. On a mis à disposition cette semaine ces boutons permettant de refuser. Donc, c'est disponible directement dans la console en quelques clics. Donc, pour les implémenter, voilà, ça vous prend quelques minutes. Vous pouvez également faire de l'A/B test, comme le disait Claire dans le chat. On a beaucoup de clients qui sont en train d'A/B tester. Donc, n'hésitez pas à aller chercher et regarder ce qui correspondrait le mieux à votre site. Il faut bien garder en tête que la réglementation, le RGPD, a vraiment pour but de faciliter et d'être transparent en fait avec le client vis-à-vis des données que les entreprises utilisent sur la personne. Et plus on mettra une bannière cookie qui sera conforme et facile d'utilisation, plus l'entreprise améliorera en fait la qualité de sa relation avec le client et fera en sorte d'avoir une meilleure transparence avec lui et ce sera un gain sur le long terme de la confiance du client. Je vois qu'il y a une nouvelle question qui vient d'être publiée de Rokaya. Aux dernières nouvelles, la CNIL a assoupli le wording du tout refusé. Il serait possible de mettre continuer sans accepter ou alors proposer une croix de fermeture équivalent à un refus. Est-ce bien le cas? Alors, dans les recommandations CNIL, il y a un petit visuel, effectivement, sur lequel on peut voir un bouton en savoir plus, un bouton accepter et un lien en haut à droite, continuer sans accepter. Donc, nous, on a mis cette solution à disposition dans la console Idomi. Donc, vous pouvez choisir soit justement un bouton refuser, soit ce fameux lien continuer sans accepter. Et justement, comme je le disais, les A/B tester. Donc, on a mis cette solution à disposition car le visuel était présent dans les recommandations CNIL. Donc, c'est une option que vous pouvez utiliser. On a une autre question sur du coup l'implémentation d'Idomi. Donc après là c'est un cas un peu spécifique, c'est via Taco. Donc quelle est la meilleure façon d'implémenter d'Idomi via Taco? Dans la documentation d'Idomi, on recommande de poser le script d'Idomi dans le code source. Pourquoi ne pas l'intégrer dans un conteneur Tacommandeur directement? C'est vrai qu'il y a en fait de façon générale, il y a deux façons d'intégrer la CMP, soit dans le code du site directement. Donc là, il faudra faire appel soit à votre IT, DSI ou votre agence qui développe votre site, soit via le TMS. De façon générale, nous, on recommande aussi de l'intégrer plutôt en fait dans le code du site, au sens où ça permet en fait d'éviter le chargement de certains scripts, puisque techniquement, si vous l'intégrez dans votre TMS, il y a potentiellement, il sera potentiellement en fait chargé plus tard. Et si les utilisateurs utilisent des extensions Chrome qui peuvent bloquer certains TMS, dans ce cas-là, la bannière risque de ne pas être affichée. Donc, pour plus de sécurité, vaut mieux l'intégrer dans le code du site plutôt que dans le TMS, même si les deux sont possibles. J'ajoute également, merci beaucoup Jérémy pour cette réponse très juste et précise. Également, ça peut ralentir aussi le temps de chargement de la CMP
vu qu'elle sera chargée via l'outil de tag management. Et donc, vu que certains partenaires attendent le signal de la CMP pour se déclencher leur script, ça peut aussi avoir des impacts sur tout cet écosystème. Donc, la reco d'Idomi est effectivement de l'implémenter via le code source directement. Est-ce que vous avez encore des questions? Moi, j'en profite pour dire que je trouve que la façon la plus simple de voir sa CMP, c'est vraiment de la voir comme une porte d'entrée sur son site internet. Encore une fois, c'est le premier point de contact avec tous les utilisateurs. Donc, il faut l'assumer, il faut assumer les traceurs qu'on utilise, assumer les textes, tout bien préciser, mettre une vraie CMP en place qu'on explique ou qui explique vraiment à l'utilisateur ce qu'on souhaite faire. Et c'est vraiment comme ça qu'on atteint les meilleures performances. Il ne faut pas essayer de passer outre ou de contourner les règles. Non, puis enfin, pour rajouter justement ce que tu viens de dire, Arnaud, ça permet aussi de créer une meilleure relation avec les utilisateurs et que au final, il faut pas forcément se baser que sur cette donnée qui exploite des cookies, mais potentiellement aussi les données CRM et donc inciter les utilisateurs à s'enregistrer sur vos sites, créer des comptes. Mais il faut que derrière, ils aient un bénéfice à le faire. Et la question aussi qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il aurait intérêt à s'inscrire à une newsletter ou à créer un compte? Quelle est la valeur associée? Absolument, toujours apporter de la valeur à l'utilisateur et il vous le rendra. Donc, on est tout à fait alignés là-dessus. Merci à tous encore une fois pour toutes vos questions. Je vois que Charlotte est encore en train de répondre à une question. En tout cas, ce webinaire a été très agréable pour nous. On espère qu'il l'était pour vous aussi. Vous pourrez revenir vers nous après cette présentation si vous avez des questions complémentaires, bien sûr, et accéder au replay. De mon côté, il me semble avoir répondu à toutes les questions. N'hésitez pas à nous dire… Ah, on a un autre message peut-être dans le chat. Ah bah, on est très content, Soraya, d'avoir pu vous éclairer au maximum. Donc, merci beaucoup pour ce retour. Autre point qui pourrait peut-être intéresser certains des auditeurs aujourd'hui, c'est que dans le cas d'un utilisateur qui n'accepte pas la bannière de consentement, pour lequel on n'a pas forcément de données en marketing, il est possible, après coup, de requalifier cet utilisateur. Nous, chez Didomi, donc les personnes qui ne consentent pas à la bannière, ce ne sont pas des personnes pour lesquelles j'ai des données, donc je ne peux pas savoir d'où ils viennent, etc. Mais l'équipe SDR, qui appelle ces personnes, va poser des questions simplement. D'où venez-vous? Quel type de recherche avez-vous fait sur Google, etc. Et on arrive comme ça à requalifier, en fait, après coup, des gens qui auraient fait le choix simplement de ne pas partager leurs données. Donc il ne faut pas absolument, encore une fois, de pas forcer l'utilisateur à accepter. Il y a plusieurs manières, en fait, d'avoir l'information, d'où la personne vient, etc. Bien, merci à tous pour pour votre présence aujourd'hui à ce webinaire. Encore une fois, on espère qu'il vous a plu, puis vous aurez accès au replay. On vous invite à nous rejoindre sur les prochaines sessions du CNIL Cookie Countdown. Vous avez à l'écran aujourd'hui les prochaines dates, donc n'hésitez pas à les noter dans vos agendas. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.